Nous suivons une grande mise à jour dans l'affaire d'une mère du Connecticut qui aurait tenté de tuer son mari séparé en empoisonnant son vin avec de l'antigel. Kristen Hogan fait face à de nouvelles accusations et cette fois, il s'agit d'une tromperie présumée impliquant ses enfants. Ce que de nouveaux documents judiciaires révèlent sur les questions qui persistent depuis des années concernant l'identité du père de ses enfants et pourquoi ces questions mènent maintenant à de nouvelles accusations. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Une mère du Connecticut, qui vivait dans un quartier huppé de cet État, dans une maison valant plus d'1 million de dollars, est accusée d'être allée jusqu'à empoisonner une bouteille de vin avec de l'antigel pour tuer son mari, quand il était absent, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire selon les allégations. Voici une vidéo de Kristen Hogan lors de sa comparution devant le tribunal du Connecticut en octobre pour tentative de meurtre. Elle est en résidence surveillée après avoir payé une caution de 100 000 dollars. Il semble que cette femme vienne d'une famille très aisée. Et il semble aussi qu'elle ait eu des problèmes depuis des années concernant ses deux enfants. Et la question de savoir qui est leur père. Et cela mènerait apparemment à de nouvelles accusations. Avant de poursuivre, rappelons comment l'histoire de Kristen est devenue une affaire nationale. Kristen Hogan vivait à Ridgefield, dans le Connecticut, une ville huppée à la frontière avec New York. Et la maison dans laquelle elle vivait, l'adresse où elle et son mari séparé habitaient, valait plus d'1 million de dollars. Voici sa photo d'identité judiciaire. Elle a été arrêtée en octobre après une enquête débutée en août. L'enquête concernait des accusations de tentative de meurtre contre son mari séparé. Maintenant, Hogan est engagé dans un conflit amer pour la garde avec son mari séparé. Tous les deux, ils ont au moins un enfant ensemble. Maintenant, Hogan a dit à la police qu'ils sont séparés depuis mai de cette année. Elle dit que c'était tellement grave que son mari séparé a même fait remorquer sa voiture de sa possession parce qu'elle était à son nom. Ensuite, elle a dû retourner vivre chez ses parents dont la maison vaut plus de 3 millions de dollars. Mais nous apprenons que les problèmes avec Hogan remontent à plusieurs années. Maintenant, avant d'entrer dans les détails, je veux commencer par ce qui s'est passé le 5 août. Le mari séparé de Hogan a dit qu'il avait de la famille à la maison et que quelqu'un avait apporté une bouteille de vin. Ils n'ont pas fini le vin ce soir-là, l'ont rebouché et rangé. 2 jours plus tard, ce mari séparé et Hogan devaient enfin se rendre au tribunal parce que Hogan, la femme, avait déposé une plainte. Hogan ne s'est pas présentée à cette audience, pourtant, même si c'est elle qui avait déposé la plainte pour obtenir cette audience. L'homme a dit... Pendant qu'il était au tribunal en attendant Hogan, il a reçu une alerte de son routeur Wi-Fi chez lui indiquant que le téléphone de Hogan se trouvait prétendument à l'intérieur. Quand la victime présumée est rentrée chez elle, Hogan n'était pas là. C'était le 5 août, 5 jours après, le 10 août. Le mari séparé dit qu'il a bu un peu du vin du dîner quelques jours plus tôt. Et quand il s'est réveillé le matin, il vomissait et il a dû aller à l'hôpital. Les médecins ont d'abord pensé qu'il faisait un accident vasculaire cérébral parce qu'il parlait de façon incohérente et il pouvait à peine tenir debout. C'est d'après la police du Connecticut. La police d'État a testé cette bouteille de vin et elle s'est révélée positive à des traces d'un ingrédient clé de l'antigel. Et apparemment, ce n'était pas la seule chose dans la maison qui contenait ce prétendu poison. Alors que cette partie de l'histoire se développait, le 29 septembre, l'homme a appelé la police pour leur dire que l'enfant qu'il avait avec Hogan était à l'hôpital. Cet enfant présentait apparemment des symptômes similaires à ceux qu'il avait lui-même connus. Hogan aurait dit aux travailleurs sociaux que son mari séparé pourrait être en train d'empoisonner leur enfant. Suite à ces allégations, le mari séparé a été expulsé par la sécurité de l'hôpital. La police commence alors à parler à Hogan et elle leur a dit qu'elle croyait que son mari séparé empoisonnait son enfant. Et elle a également dit qu'elle vivait à plein temps avec l'homme. Et selon le mari séparé, ce n'était tout simplement pas vrai. Mais elle avait bien un accès complet à la maison. Hogan a dit à la police qu'elle n'était pas allée à cette audience pour la plainte qu'elle avait déposée parce qu'elle affirme qu'elle était avec sa famille à Rhode Island. C'était justement le jour où le téléphone de Hogan était censé être dans la maison. Ensuite, la police lui a dit ce qu'ils avaient retrouvé dans son historique de recherche. Et c'est là que l'histoire devient stupéfiante. Hogan aurait soi-disant recherché du cyanure de potassium, du ferricyanure de potassium, du citrate de cyanure, du thiocyanate de potassium et du monoglycol d'éthylène. En plus de cela, elle aurait également recherché quelle quantité de ces substances, je cite, pourrait vous tuer.
et où l'on pouvait acheter ces substances. Elle aurait aussi cherché des conversions de mesures, comme kilogrammes en livres, et semblait ne pas avoir terminé. Elle aurait aussi recherché, je cite, peine pour ne pas comparaître à une audience à sa propre demande. Maintenant, tout cela s'est produit la veille du jour où Hogan a manqué l'audience à laquelle son mari séparé assistait. Lorsqu'on l'a interrogée sur son historique de recherche, Hogan aurait déclaré qu'elle ne savait pas de quoi parlaient les policiers. Elle ne reconnaissait que cyanure, dit-elle grâce à la série Psyche, que vous connaissez peut-être, qui a été diffusée sur États-Unis d'Amérique de 2006 à 2014. Ensuite, Hogan, au fil de la conversation, s'est souvenu, je mets ça entre guillemets, qu'elle avait effectivement acheté du monoéthylène glycol en juillet sur Amazon parce qu'elle en avait besoin pour nettoyer une moquette chez sa mère. Ensuite, la police a montré encore plus clairement ses cartes. D'après les documents du tribunal, ils ont dit que, grâce aux informations du Wi-Fi, ils savaient qu'elle se trouvait dans la maison de son mari séparé, et ils lui ont aussi expliqué comment il avait été hospitalisé, avec le même produit chimique qu'elle a dit avoir commandé pour nettoyer le tapis de sa mère. Donc, il semble alors que Hogan aurait en partie avoué. Elle aurait dit à la police qu'elle n'avait pas voulu tuer son mari séparé, mais je voulais le rendre malade pour me venger de ses abus psychologiques. Je vais maintenant vous montrer ce que ses avocats disent à propos de cette partie de l'affaire dans un instant. Hogan aurait ensuite déclaré qu'elle n'avait pas mesuré la quantité qu'elle avait mise dans la bouteille de vin. Et lorsqu'on lui a demandé si elle avait mis le prétendu poison ailleurs dans la maison, elle a répondu que oui, dans une bouteille de thé glacé. Elle affirme qu'il n'y a aucun moyen pour que son enfant ou un autre enfant ait pu consommer ce thé. Elle a affirmé que sa recherche sur la quantité de produits chimiques pouvant tuer quelqu'un avait eu lieu après avoir appris que son mari séparé était à l'hôpital, pas avant. Hogan a été arrêtée et elle est accusée de tentative de meurtre pour avoir prétendument mis de l'antigel dans la bouteille de vin de son mari. Elle est également accusée d'entrave à l'action d'un officier. Hogan s'est présentée au tribunal avec ses avocats, annonçant qu'elle payait une caution de 100 000 dollars en espèces pour sa libération. Cette femme semble issue d'une famille aisée. Elle a aussi pu vivre en résidence surveillée chez ses grands-parents dans le Massachusetts. Elle quittait l'État à cause d'une ordonnance du département des enfants et des familles l'empêchant de rester chez ses parents. Dans le Connecticut, la maison de plus de 3 millions de dollars où elle résidait. Elle portera un bracelet système de positionnement global et elle rencontrera également un agent de probation une fois par semaine. Hogan a été à l'hôpital pour une évaluation mentale avant de partir au Massachusetts après avoir payé sa caution. Dans ce cas, Hogan ne doit pas comparaître devant le tribunal avant l'année prochaine. Cependant, une nouvelle affaire attend cette mère. Kristen Hogan s'est présentée à la police du Connecticut le 11 décembre. Voici sa nouvelle photo d'identité judiciaire. Les nouvelles accusations contre Hogan sont au nombre de 3 pour parjure et une pour falsification de preuves, et voici pourquoi. La police d'État indique qu'ils ont arrêté Hogan pour tentative de meurtre. Ils ont découvert qu'elle était prétendument impliquée dans ce qu'ils ont qualifié de acte trompeur lié à une bataille pour la garde de ses enfants. Des dossiers judiciaires du Connecticut révèlent de sérieuses questions sur l'identité du père de ses 2 enfants. La police déclare que Hogan a donné naissance à son premier enfant en septembre 2020 à Lee. Les dossiers judiciaires révèlent que Hogan fut marié à un autre homme de mars 2020 à octobre 2021. La police indique qu'un test de paternité a révélé que cet homme n'était pas le père de son premier enfant. Son mari séparé, qu'elle aurait tenté de tuer avec de l'antigel dans une bouteille de vin, est le père de cet enfant. Hogan a ensuite donné naissance à son fils, le même mois où elle a divorcé de l'autre homme, en octobre 2021. La police dit que Hogan a affirmé qu'elle savait qui était le père, mais qu'elle ne voulait pas dire son nom. Maintenant, cela a mené à un différend et un test acide désoxyribonucléique a été demandé. La police cite un enquêteur public ayant accompagné Hogan au test acide désoxyribonucléique en avril 2024. Selon eux, Hogan a amené un garçon au rendez-vous, puis ils l'ont suivi pendant des heures. Après cela, les résultats du test ont montré que non seulement son mari séparé n'était pas le père de cet enfant, mais qu'elle n'était pas non plus la mère de l'enfant. Comment cela peut-il arriver? Voici ce que dit la police. La police affirme que Hogan a amené son neveu à ce rendez-vous et non son fils. C'est donc l'acte trompeur présumé dont nous parlons. De plus, la police affirme que la vidéosurveillance a révélé que la mère de Hogan l'accompagnait à ce rendez-vous acide désoxyribonucléique, mais l'avocat de la mère de Hogan nie que sa cliente était au courant du plan présumé de sa fille d'emmener le fils de sa sœur pour faire un test acide
désoxyribonucléique afin de prétendument brouiller les pistes. La police d'État affirme aussi avoir parlé à la sœur de Hogan, mère du garçon que Hogan aurait amené au test acide désoxyribonucléique, et elle a dit qu'elle n'avait aucune idée que sa sœur ferait cela, soi-disant, et elle a également dit qu'elle ne croit pas que sa mère serait impliquée dans ce prétendu complot. Hogan a été détenu sous caution de 50 000 dollars et doit comparaître le 23 décembre pour ces nouvelles accusations. Rejoignez-nous maintenant pour parler un peu plus de cette affaire. Ou devrions-nous dire de ces affaires, car elles sont séparées à ce stade, avec l'avocat de la défense pénale, Eric Fadis. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Vous savez, en lisant ceci, c'était choquant parce qu'elle fait déjà face à des accusations très graves de tentative de meurtre avec ce dont elle était accusée. Concernant la bouteille de vin, ici on aborde vraiment ses problèmes de paternité, de garde avec son mari séparé et un ex-mari. Qu'as-tu pensé en lisant ce dont la police l'accuse maintenant? Eh bien, mince, Chris. Je pense qu'une chose que j'ai remarquée en termes de tendance, c'est à quel point les choses peuvent s'aggraver rapidement. Quand l'origine de ces conflits est une affaire de garde d'enfants, c'est quelque chose de tellement chargé émotionnellement que cela pousse les gens à faire des choses insensées. Et ce sont les accusations ici, non seulement avec la tentative de meurtre, mais aussi avec ces activités prétendument trompeuses dans l'affaire de droit de la famille. La prévenue ne fait que s'enfoncer davantage et malheureusement, ce n'est pas surprenant dans ce contexte de garde d'enfants aussi tendu. Et en regardant cela, il semble qu'à ce stade, nous ayons l'affaire de tentative de meurtre qui est en cours. Elle comparaîtra devant le tribunal l'an prochain pour ces nouvelles accusations, après avoir été libérée sous caution. Le 23 décembre, quelle est la probabilité que ces affaires restent séparées? Eh bien, vous savez, si j'étais le procureur, j'envisagerais peut-être de voir s'il est possible de joindre ces affaires. Il y a vraiment un fil conducteur qui les relie toutes. Les disputes familiales semblent être un mobile pour la tentative de meurtre et c'est dans ce contexte que ces tactiques trompeuses liées à l'acide désoxyribonucléique auraient eu lieu. Cela implique également des parties similaires. Vous savez, le même accusé, la même famille est impliquée. À l'inverse, si je suis la défense, j'essaie autant que possible de garder ces affaires séparées. Car vous refusez qu'un jury pour tentative de meurtre entende parler de mesures douteuses liées à l'affaire d'acide désoxyribonucléique susceptibles de nuire à la crédibilité de l'accusé. Quels sont les critères qui déterminent si des affaires comme celle-ci sont regroupées? Différentes juridictions ont des règles à ce sujet. Comme au Colorado, où j'exerce, l'une des règles potentiellement applicables est de savoir s'il s'agit de la même série de transactions criminelles qui ont conduit à un événement final. Et donc ici, c'est un peu discutable, non? L'histoire de l'acide désoxyribonucléique s'est produite, elle a précédé l'empoisonnement présumé. Et donc, tu sais, est-ce que ces éléments seront regroupés? Si je suis la défense, je dis, hé, monsieur le juge, vous ne devriez pas les regrouper parce que cela aurait un effet indûment préjudiciable sur mon client. Même si les deux affaires sont liées, un jury entendra ces histoires d'acide désoxyribonucléique et pourrait en tenir rigueur à mon client pour la tentative de meurtre. Je pense donc que la défense va vraiment tenter de garder ces affaires aussi séparées que possible. Parce que je pense aussi que si vous étiez procureur et que vous essayez de dresser un portrait de qui elle est dans l'affaire de tentative de meurtre, cette personne qui irait jusqu'à des extrêmes pour, soi-disant, essayer de tuer son mari séparé, et je sais que sa défense a déclaré qu'il s'agissait en fait d'une relation très, je suppose, volatile et toxique avec son mari séparé. Mais maintenant, on ajoute qu'elle est accusée d'avoir emmené son neveu pour le présenter comme son propre enfant lors d'un test acide désoxyribonucléique. Vous savez, en ce qui concerne l'image que son caractère pourrait avoir dans l'affaire de tentative de meurtre, ce serait vraiment, vraiment mauvais. Même sans regrouper ces affaires, un procureur peut-il dire eh bien, elle fait face à des accusations dans cette autre affaire, et voici ce dont elle est accusée. Peut-on prendre cela et l'ajouter ensuite à votre dossier concernant l'accusation de tentative de meurtre? Vous savez, même si les affaires restent séparées, il pourrait y avoir certains faits dans une affaire qui sont pertinents pour l'autre affaire. En tant que procureur, vous voulez présenter toute l'histoire au jury en commençant du début pour montrer comment cela a dégénéré. Quels ont été les événements déclencheurs qui ont donné lieu aux allégations d'empoisonnement présumé? La tromperie dans les affaires de droit de la famille en fait partie intégrante. Si je suis procureur, je fais sûrement référence à ces événements. Et puis aussi, Chris, si le prévenu devait témoigner dans l'affaire de tentative de meurtre,
Je pense que cela ouvre la porte à l'introduction de ces pratiques trompeuses antérieures, car cela va à l'encontre de sa crédibilité. Les procureurs vont dire que le jury devrait en être informé. Que penses-tu du fait que ces pratiques trompeuses, dont la police l'accuse, sont liées au test acide désoxyribonucléique? Elle est accusée de parjure et de falsification de preuves liées à un événement de 2024. Donc cela fait plus d'un an que tout cela s'est passé, ou à peu près un an depuis que c'est arrivé. Et ensuite, elle est arrêtée en 2025 pour tentative de meurtre. Et je suppose que c'est après, juste en lisant ce que la police d'État du Connecticut a écrit, que c'était genre, après avoir commencé à enquêter sur la tentative de meurtre, ils ont aussi découvert que ces actes avaient lieu. Qu'en penses-tu? Elle était un peu exposée, mais pas encore inculpée. Oui, tu sais, cette partie est un peu curieuse. Si la police avait des informations solides prouvant qu'elle mentait essentiellement à un tribunal avec cette histoire d'acide désoxyribonucléique, pourquoi ne pas avoir porté les accusations plus tôt? Le fait qu'ils aient attendu, je pense que ça n'aide pas le gouvernement. La défense dira sûrement, le gouvernement exagère, ils avaient l'occasion. Ils n'ont pas poursuivi, jugeant peut-être le crime insuffisant, jusqu'à ce que les médias nationaux s'y intéressent. Et maintenant, comme par hasard, ils essaient de lui tomber dessus. Donc, on peut essayer de faire valoir du côté de la défense que ces accusations, si elles sont valides, auraient dû être portées il y a longtemps. Arrêtée pour tentative de meurtre, sa caution a été fixée à 1 million de dollars. Il semble qu'elle vienne d'une famille aisée apparemment. Je veux dire, rien qu'en se basant sur la maison dans laquelle elle vivait, la maison de ses parents où elle se trouvait, elle a payé 100 000 dollars en liquide à ses avocats et est assignée à résidence dans le Massachusetts depuis. Est-ce que ces nouvelles accusations pourraient avoir un impact sur ses conditions de caution dans l'autre affaire? Si un procureur intervient et dit: Eh, non seulement, vous savez, elle est accusée d'avoir fait ça avec la bouteille de vin, elle a aussi en même temps fait cela avec son neveu et son enfant. Et d'après les documents de police que nous avons consultés, il ne semble pas que sa mère ou sa sœur ait eu la moindre idée qu'elle faisait cela. Elle a littéralement emmené l'enfant, selon ces documents de police, faire le test acide désoxyribonucléique sans qu'il le sache. Si j'étais le procureur, je déposerais immédiatement une requête pour essayer d'augmenter sa caution à la lumière de ce développement. Voici pourquoi. Pour la caution, le juge décide de libérer ou non la personne. Une chose qui est primordiale, c'est de savoir s'ils peuvent faire confiance à l'accusé pour respecter les ordonnances du tribunal pendant que l'affaire suit son cours et qu'il est en liberté sous caution. En tant que procureur, je dirais, hé, elle a montré. Non seulement elle ne respecte pas les ordonnances du tribunal, mais elle trompe aussi activement le tribunal pour améliorer sa situation. Et donc, on ne peut pas lui faire confiance en dehors de la détention, et la caution devrait être augmentée. Je ne serais pas surpris si une telle requête était déposée au nom du gouvernement. Pour les affaires de tribunal de la famille, la plupart relevaient du civil. Vous consultez les dossiers du tribunal où plusieurs requêtes de vérification de paternité ont été déposées depuis des années. À quelle fréquence cette transition du civil au pénal arrive-t-elle ainsi? De façon alarmante très souvent. Malheureusement, il y a tellement de choses qui se passent dans ces affaires de divorce qui sont incendiaires, qui franchissent la limite de la légalité. Vous savez, les gens, il y a beaucoup d'enjeux, n'est-ce pas? C'est leur enfant qui est en jeu. Alors, ils sont prêts à aller très loin, parfois trop loin, pour obtenir ce qu'ils veulent. Dans ce cas, il y a des allégations selon lesquelles elle aurait commis un parjure et trompé le tribunal sur la nature des preuves acides désoxyribonucléiques fournies selon une ordonnance. Elle savait que le juge allait examiner cela et elle a essayé de le tromper. C'est un énorme problème pour elle. Après son audience de libération sous caution, où elle a payé 100 000 dollars en espèces, ses avocats ont déclaré: après, elle devait faire évaluer sa santé mentale. Vous voyez, je ne connais pas sa situation mentale. Je veux dire, il y a clairement eu des allégations de tromperie, il y a eu certains problèmes qui se sont produits. Je veux dire, essayer de tuer quelqu'un, soi-disant en empoisonnant une bouteille de vin, c'est en soi quelque chose que les gens de l'extérieur diraient: quelqu'un qui ferait ça a un problème. À ce stade, elle est accusée. Mais quel est le seuil pour qu'il y ait une défense de santé mentale dans une affaire de tentative de meurtre? Tu sais, c'est un seuil extrêmement élevé, Chris. Ce n'est pas comme dans les films où les gens sont régulièrement acquittés pour non coupables pour cause de folie. Ce n'est tout simplement pas la réalité.
La condition est généralement que la prévenue souffrait d'une maladie ou d'un trouble mental qui l'empêchait de comprendre le caractère répréhensible de ses actes. Elle ne pouvait vraiment pas distinguer le bien du mal à cause de l'effet de cette maladie ou de ce trouble mental. C'est une exigence extrêmement élevée. De quelle maladie ou trouble mental s'agit-il? On évoque parfois la schizophrénie ou le trouble bipolaire, entre autres. Je ne suis tout simplement pas au courant d'un tel diagnostic pour l'instant qui aurait été rendu public dans une affaire comme celle-ci. Mais dire qu'elle ne savait pas que ce qu'elle faisait était mal, c'est en quelque sorte contredit par la nature calculée de la tromperie dans laquelle elle se serait engagée, en donnant l'acide désoxyribonucléique de son neveu et en le faisant passer pour celui de quelqu'un d'autre. En ce qui concerne l'affaire de tentative de meurtre, non seulement il y a la bouteille qui a été testée positive à l'antigel, mais en plus, selon la police, le mari en avait dans son organisme. Vous avez des recherches Google sur le type de produit chimique impliqué. Elle en a aussi un peu parlé à l'hôpital. Il semble qu'il y ait beaucoup de preuves contre elle. Il semble qu'elle ait des avocats coûteux de son côté parce qu'elle vient d'un certain milieu. Que font probablement ces avocats en préparant leur défense contre l'accusation de tentative de meurtre? La tentative de meurtre est une accusation très grave, surtout du point de vue de la défense. Il faut l'analyser en détail, examiner ces éléments et se demander, y a-t-il assez de preuves pour chaque élément? Pour la tentative de meurtre, ils doivent prouver qu'elle a consciemment cherché à tuer quelqu'un, que c'était son intention. Et je pense que certains rapports ont indiqué que sa défense pourrait ressembler à et elle a paniqué et elle a pris une décision horrible, mais elle voulait seulement lui faire du mal. Elle n'avait pas l'intention de lui ôter la vie. Et il y a certains rapports en ce sens, si c'est le cas, si la défense parvient à convaincre un jury de cela. C'est une accusation bien moins grave pour laquelle, vous savez, seulement quelques années de détention pourraient être prononcées au lieu de décennies et décennies. Il y a une grande différence entre tentative de meurtre et un crime moins grave, ce qu'ils tenteront sûrement de plaider devant un jury. Comment ça marche si elle est accusée de tentative de meurtre et que c'est prouvé, car elle a fait une déclaration, quelque chose comme «Je ne voulais pas le tuer». Et si c'est vraiment sa défense et que le jury y croit, cela veut-il dire qu'elle n'est pas coupable de tentative de meurtre? Ou est-ce que comment ça fonctionne pour qu'on soit soudainement accusé de quelque chose de moins grave que ça? Parce qu'elle a quand même agi. Si tout cela est vrai, mis de l'antigel dans une bouteille de vin. Dans de nombreuses juridictions, dont le Colorado où j'exerce, il existe des infractions moindres incluses et des infractions moindres non incluses. En résumé, si une personne est jugée pour tentative de meurtre sans preuve d'intention de tuer, s'il prouve une intention de nuire, l'accusation pourrait être réduite à une infraction moindre, comme une agression. Dans beaucoup de juridictions, une simple agression est seulement un délit mineur. Est-ce une agression visant à causer des blessures corporelles? Ce sont des nuances à analyser lors du procès. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas la poursuivre pour l'accusation la plus grave qu'elle est tirée d'affaire pour d'autres chefs d'accusation importants qui pourraient être des délits moindres. Maintenant, elle a payé sa caution. Beaucoup d'accusés de tentative de meurtre ne voient pas l'extérieur d'une cellule avant leur procès, et si elles sont jugées coupables ou innocentes. Elle a payé 100 000 dollars de caution. Tu en penses quoi? Beaucoup diront, voilà quelqu'un qui a de l'argent. Et ils s'en sortent et peuvent rentrer chez eux ou ne pas avoir à vivre en prison. Pendant cette affaire, beaucoup de personnes ne peuvent pas déposer 100 000 dollars en espèces. C'est un véritable changement de situation lorsqu'un prévenu peut être libéré sous caution pour se défendre depuis l'extérieur. Écoutez, quand mes clients sont en détention, je ne peux pas leur envoyer d'email ni de texto pour obtenir des informations urgentes, ni maintenir un flux de communication continu. En plus de ça, je dois aller leur remettre des documents physiques à examiner. Ça leur prend du temps. Une semaine plus tard, ils m'appellent. J'ai regardé, voici mes retours. Alors que tout cela peut être fait en 20 minutes si la personne n'est pas en détention. Donc, ça peut vraiment ralentir la représentation quand l'individu est en détention. Beaucoup de gens n'ont simplement pas l'opportunité, ni les ressources financières, comme cet accusé en avait, pour être en liberté et se défendre pleinement. Oui, nous verrons la suite. Ce nouveau développement complique un peu les choses. Je parcours simplement les documents du tribunal et j'essaie de déterminer le type de sanction, le cas échéant, que cette femme pourrait finir par encourir. C'est une histoire intéressante. Attendons la suite. Éric Fadis, avocat pénaliste du Colorado. Merci d'être avec nous sur Law and Crime, nous vous sommes reconnaissants. Merci de m'avoir invité, Chris. Hogan reviendra au tribunal le 23 décembre pour son affaire de parjure. Pour la tentative de meurtre, elle doit retourner au tribunal en janvier.
Voici l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart, à bientôt.